Oui, je suis d'abord ravi de vous retrouver pour ce premier cycle de discussion de l'année et j'ai souhaité le consacrer à l'examen, au balayage de quelques notions, de quelques concepts qui sont mis en musique par l'Union européenne et qui ont une vertu opérationnelle dans le mode de fonctionnement de l'institution. Ce sont des mots qui doivent fonctionner comme autant de réflexes pavloviens et ils ont des cibles privilégiées. Ils s'adressent, ils visent un public particulier pour déclencher auprès de ce public des réflexes conditionnés et des éléments qui vont dans le sens du développement de l'Union européenne. Alors j'ai souhaité faire ce travail à la fois lexical et sémantique sur une série de notions. Nous allons faire 3 séances consacrées à ce genre de balayage conceptuel. La première étant celle-ci, consacrée au vocabulaire, au terme bien connu de subsidiarité. Alors, c'est un terme un peu technique, j'en conviens, ça fait partie des mots valises qui sont chers à l'institution européenne. Pourquoi mots valises? Eh bien parce que chacun doit pouvoir croire y reconnaître sa marque avec la certitude tranquille d'avoir été pris en considération. Mais ces mots valises ne servent qu'un seul maître, il faut s'en convaincre, c'est l'Union européenne et elle seule, condamnant de fait tous les autres prétendants à être d'éternels dupes. Alors, cette notion judicieusement retenue, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, elle vise à donner bonne conscience aux États membres, c'est ça la cible première, aux gouvernants nationaux et éventuellement à leurs opinions publiques, en les rassurant quant à leur capacité à contenir l'Europe, à contenir son appétit dévorant, sa faim insatiable en prérogatives qui sont jusque-là nationales, sans partage et souveraines. Donc, vous voyez que c'est une mission extrêmement importante qui est assignée à un mot, à une notion, et le recours à cette notion vaut en tant que prétexte pour déclencher auprès des cibles que sont les États membres, leurs gouvernants et leurs opinions publiques, le réflexe conditionné qui consiste à être rassuré quant à la capacité des États membres et de leurs gouvernants à contenir, maîtriser l'expansion des prérogatives de l'Union européenne. Mais, me direz-vous, comment un simple mot peut-il opérer pour parvenir à ce résultat? Eh bien, tout simplement, comment fait-il? Parce que le terme de subsidiarité est porteur d'un implicite, d'un présupposé, que je peux résumer ainsi. Il laisse entendre un certain degré d'indépendance pour une collectivité locale ou régionale envers le pouvoir central, une forme d'autonomie pour une instance subalterne octroyée et maintenue par l'instance de niveau supérieur. C'est une notion qui est tout à fait familière pour les États qui sont à structure fédérale, puisqu'elle préside à la répartition des rôles entre les divers échelons de l'autorité gouvernementale, entre la partie fédérale centrale et la partie des États fédérés, donc qui sont les entités subalternes par rapport à l'État fédéral. Alors, son application en contexte européen se veut servir de critères de régulation dans le partage et l'exercice des compétences entre l'Union européenne et ses États membres. Par principe, la notion de subsidiarité postule que l'intervention de l'échelon européen n'est pas requise lorsqu'une question peut être réglée efficacement par les États. Alors que ce soit par les États eux-mêmes au niveau central ou en mettant en jeu leurs échelons régionaux ou locaux, peu importe. Ainsi, en théorie toujours, l'exercice par l'union de ces attributions ne serait légitime que lorsque les États membres ne sont pas en mesure d'atteindre de manière satisfaisante les objectifs d'une action envisagée et que l'entremise de l'Union peut apporter une valeur ajoutée. Voilà le principe et voilà le présupposé qui s'incarne dans cette notion de subsidiarité. Et oui, bien sûr, c'est exactement l'idée. Il faut absolument donner
l'impression que l'institution offre un gage à ses États membres quant au respect de leur autonomie. Or, nous allons le voir, la réalité est quand même radicalement, foncièrement différente. Alors, le terme par lui-même de subsidiarité fait son apparition dans les traités avec la version Maastricht de 1992. Donc c'est-à-dire le vocable de subsidiarité est absent des traités, nous allons voir que c'est un peu plus compliqué, mais il est absent des traités jusqu'à la version de 1992 dans un article qui s'appelle l'article 3b et dont je vous donne lecture, c'est 3 lignes, hein, c'est très bref. Dans les domaines qui ne relèvent pas, excusez-moi, il faut que vous écoutiez, vous soyez attentifs à la tournure en double négation de la rédaction de cet article, parce que ça a une importance sur l'explication que je vais apporter juste après. Donc je fais cette première lecture, je le répète, de l'article 3b de Maastricht 1992, le texte du journal officiel du 29 juillet 1992, article 3b dans lequel apparaît pour la première fois la notion de subsidiarité. Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la communauté n'intervient, alors là on parle de communauté, hein, on n'emploie pas encore le terme d'union dans cet article, mais peu importe. Hein. Donc, dans ce qui ne relève pas de sa compétence exclusive, la communauté n'intervient conformément au principe de subsidiarité que si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. Donc la formulation retenue est délibérément ambiguë, pour ne pas dire retorse, ce qui dénote une arrière-pensée qui est assez aisée à saisir. Comme il s'agit alors, en 1992, d'élargir le champ de compétences de l'Europe et qu'il faut trivialement faire passer la pilule aux différents États et à leur opinion publique, eh bien il est judicieux de contrebalancer cela dès les articles initiaux, puisqu'on est à l'article 3b de Maastricht, donc au tout début du traité, par un geste tendant à rassurer, qui semble cantonner le rôle de l'institution de manière générale à une fonction subsidiaire, subsidiarité, subsidiaire, donc auxiliaire, marginale, exceptionnelle et partant non inquiétante. Alors, le choix d'une tournure en double négation met lourdement l'accent sur le caractère qui est voulu comme étant extrêmement restrictif de l'intervention de l'échelon européen. C'est du moins ce qui est affiché en façade. Voilà. L'idée est donc, par le recours à une subsidiarité qui est, on le voit, érigée en principe, puisqu'on nous dit, conformément au principe de subsidiarité, eh bien d'éloigner le spectre d'une concentration des pouvoirs à l'échelon européen, qui trahirait une tentation centralisatrice de l'institution et découvrirait sa volonté de puissance qui est pourtant déjà à cette époque déjà bien à l'œuvre. Oh oui, cette révélation se fait de manière très progressive dans les textes, puisque l'article de référence que je citais, le 3b de Maastricht 1992, restera inchangé jusqu'à la version consolidée de 2002. Ce n'est finalement qu'au moment du traité établissant une constitution pour l'Europe, le traité avorté de 2004, et bien sûr sa version revue et maintenue qui s'appelle le traité de Lisbonne, qui est encore aujourd'hui le traité en cours de validité. Ce n'est vraiment qu'à ce moment-là que le texte de 92 a subi quelques transformations. Alors, je vous donne la lecture de l'article qui s'appelle l'article 3 ter, hein, c'est plus le 3b ou 3 bis, c'est le 3 ter, qui dit la chose suivante. C'est exactement la même tournure, mais il y a un petit changement que je vais souligner dans l'expression parce que ce n'est pas neutre. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union, là on ne parle plus de communauté, c'est terminé, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où,
les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional de ces États membres, mais peuvent l'être mieux, et j'insiste là-dessus, sur l'expression, mais peuvent l'être mieux en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, peuvent l'être mieux au niveau de l'Union. Alors, d'un côté, on garde complaisamment cette formulation restrictive de l'union intervient seulement si, pour avoir cette impression de vraiment une intervention exceptionnelle et sur la pointe des pieds, qui est en fait, je vais en faire la démonstration, une pure précaution oratoire. Et on rajoute également dans la mise en balance, en plus de l'échelon central étatique, vous le voyez, on parle de tant au niveau central qu'au niveau régional et local, c'est-à-dire que on met dans la balance en plus de l'échelon central étatique la référence aux échelons locaux et régionaux, comme pour mieux prouver que l'action de l'Union se fera rare, puisqu'elle n'interviendra que lorsque tous ces acteurs possibles auront fait la preuve, disons, de leur incapacité à agir au mieux. Donc ça veut dire que ce qu'on comprend derrière cette référence, c'est que finalement l'intervention de l'Union se fera extrêmement rare, puisque en temps usuel, ce sont les États, dans leur version centrale, dans leurs échelons régionaux, voire dans leurs échelons locaux, qui sont amenés à agir de façon prioritaire. Donc, cette action de l'Union se ferait rare uniquement en dernier ressort, une fois épuisés tous les recours étatiques, quel que soit leur niveau. Donc ça, c'est d'un côté, cette vision restrictive, la masse d'intervenants aux côtés de l'État central, bon. Mais d'un autre côté, dans la tournure, on pointe doublement l'incapacité et l'insuffisance des États, les renvoyant ainsi à une position de subalterne par rapport à une union qui est plus performante et qui se trouve placée de fait, dans la tournure de l'article, en posture salvatrice, comme un sauveur. C'est tout le sens de la substitution de l'expression initiale qui était dans le 3b, qui disait « et peuvent donc, vu la nature de ceci, etc. » peuvent donc, par « mais peuvent l'être mieux » que je souligne dans cette version actuelle, qui établit une coupure nette, un saut qualitatif, une différence de statut hiérarchique finalement, définitive et au bénéfice exclusif de l'Union. C'est-à-dire il y a un moment où l'Union peut faire mieux que les États, c'est écrit dans les textes. Donc c'est ce qui fonde l'intervention de l'Union, mais de ce fait, ça revient à entériner sa dimension statutaire supérieure à celle des États, puisqu'elle est en capacité de faire mieux que les États. Ce qui n'est pas tout à fait neutre comme expression. Mais ce n'est pas terminé, nous allons voir la suite. Oui, c'est exactement cela, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à aboutir à cette conclusion, vous vous en doutez. Parmi les analystes et les commentateurs du recours au principe de subsidiarité qui a été initié par l'Europe de 1992, il est une institution concurrente, le Conseil de l'Europe, qui, je le rappelle, est une institution qui est antérieure à la communauté européenne et à l'Union européenne. Et donc ce Conseil de l'Europe, et qui compte plus de membres, enfin je ne reviens pas là-dessus, c'est détaillé dans mes ouvrages, mais donc cette institution concurrente, le Conseil de l'Europe, a bien perçu les tenants et les aboutissants de ce recours au principe de subsidiarité dans un rapport qui a été rédigé peu après Maastricht, en 1994, qui a été entièrement consacré au sujet de la subsidiarité, avec un titre explicite que je donne, définition et limite du principe de subsidiarité, où on évoque dans ce texte la vertu, par ce biais, celui de la subsidiarité, la vertu à rassurer certains États membres et même certaines composantes de ces États, alors c'est vraisemblablement référence faite aux Länder allemands, les rassurer par rapport à quoi? Eh bien, vis-à-vis des risques de dépossession rampante contenus dans le traité de Rome depuis l'origine. Donc,
Ce texte date de 1994, et voilà ce qu'il dit. Il dit que le recours au principe de subsidiarité est une manière de rassurer, un biais pour parvenir à rassurer les États membres, contre quoi? Contre une formule, la formule qui est très heureuse, je trouve très heureuse, de dépossession rampante des États. Hein, et j'attire l'attention sur le fait que cette intention n'est pas présentée comme étant récente ou datant simplement du traité de Maastricht, elle est dite comme étant habitée, comme habitant le texte fondateur, puisque contenu dans le traité de Rome depuis l'origine, et d'ailleurs le texte donne en note la référence à l'article 235 du traité de Rome comme preuve à l'appui. Oh, c'est un article capital, c'est une page essentielle du traité de Rome qu'il serait bon de garder plus souvent à l'esprit, pour bien montrer que l'intention que nous voyons aujourd'hui, il suffit d'avoir les yeux ouverts pour la voir aujourd'hui, habite le traité depuis l'origine et qu'elle a été bien aperçue par les analystes et les commentateurs. Donc je veux dire, il faut toujours garder à l'esprit ce qui est contenu dans les textes initiaux du traité et qui se révèle au fur et à mesure des événements historiques et du déploiement de l'institution, mais dont les principes et l'âme motrice figurent dès les textes initiaux. Alors je vous lis cet petit extrait de cet article 235 du traité de Rome. Alors oui, je conviens, je suis sur des textes, je suis sur des nuances lexicales, etc., mais vous allez voir qu'elles ont une importance capitale et que dans tous les cas, ça donne la preuve de l'intention qui préside à tout ce déploiement de traités et de déploiement institutionnel accompli au nom de l'Europe par l'Union européenne. Alors, si une action de la communauté, à l'époque c'est encore la communauté, le traité de Rome, si une action de la communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la communauté. Donc si il faut faire quelque chose, si la communauté doit faire quelque chose pour assurer le bon fonctionnement de cette même communauté, sans que le présent traité, c'est-à-dire le traité de Rome, ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet. Eh bien, que se passe-t-il ? Le Conseil, statuant à l'unanimité sur la proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, qui est encore le terme qu'on donne au Parlement européen qui n'existe pas en tant que tel à cette époque, eh bien, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation de l'Assemblée, prend les dispositions appropriées. Alors, en termes clairs, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que le traité de Rome comporte dès l'origine une brèche officielle. Il a à même de pourvoir l'institution européenne, de la doter, alors certes sur proposition de la Commission, mais de la doter de tout nouveau pouvoir d'action qui n'aurait pas été expressément prévu dans le cadre des traités. Rien moins que cela, c'est-à-dire grâce à cet article 235, tout ce qui manque et fait défaut pour, soi-disant, le fonctionnement de la communauté, doit pouvoir être prévu, même si ça n'a pas été expressément prévu dans la signature des traités. Alors, vous voyez que c'est quand même, ça offre pas mal de latitude à l'institution, et l'histoire l'a bien montré depuis. Alors, cet article a suivi toutes les évolutions des différentes versions du traité, en changeant de numérotation, tout ça je le détaille dans les ouvrages, donc c'est pas la peine que je le reprenne ici par oral, jusqu'à la version de Lisbonne, qui reprend en fait, je vous donne la lecture, dans la version qui est la version consolidée. Alors aujourd'hui il s'appelle plus article 235, il s'appelle article 352 de la version consolidée du traité du fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE de 2012, actuellement en vigueur, qui dit « Si une action de l'Union paraît nécessaire », donc toujours pareil, le terme d'union a remplacé celui de communauté, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, « Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci, les traités, n'aient prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet,
le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Bref, encore une fois, vous voyez, c'est la nature de cet article contemporain, l'article 352, qui dit, si c'est pas prévu par les traités, il y a moyen par les institutions de doter l'Union européenne des attributs requis pour pouvoir atteindre l'action désirée. Tout ça au mobile, non plus de la réalisation du marché commun, on est passé à quelque chose de plus large et de plus englobant, c'est simplement de réaliser les objectifs visés par les traités. Donc vous voyez que c'est quand même bien large comme ouverture. Alors quand on récapitule, il devient donc évident que les précautions qui ont été prises dans Maastricht à l'article 3b dont je parlais au départ au moyen de la référence au principe de subsidiarité, eh bien elles trouvaient déjà auparavant et elles l'ont trouvé par la suite aussi ailleurs dans le traité dès le départ, non pas à être violées, les dispositions de l'article 3b, mais de toute façon à être contournées au besoin. Le sens de la manœuvre est d'ailleurs extrêmement perceptible dans la façon dont l'Union, dont l'institution présente l'usage du principe de subsidiarité et les limites de son fonctionnement, et sur lesquelles je vais revenir un peu plus en détail. Ce que je veux dire, c'est que nous avons des éléments, notamment dans le Conseil européen d'Édimbourg de 1992, qui est contemporain de l'adoption du traité de Maastricht, avant son entrée en vigueur officielle, mais nous avons la preuve que dès l'introduction du concept de subsidiarité, avant même l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, eh bien l'institution s'emploie à restreindre le champ d'application de la subsidiarité qu'elle promeut, en indiquant très précisément aux États membres qu'elle s'abstrait elle-même, pour elle-même, des effets éventuels de son exécution. Alors, le texte d'Édimbourg est sans ambiguïté, je cite, « Le principe de subsidiarité ne concerne pas et ne saurait remettre en question les compétences conférées à la communauté européenne par le traité, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice. » C'est le paragraphe 4. Alors, il n'est pas question, on le voit dans ce texte, pour l'institution européenne, que le principe de subsidiarité s'immisce et interfère dans le cours qu'elle souhaite impulser pour ses compétences exclusives, puisque là, il s'agit bien des compétences exclusives. Donc déjà, le concept même de subsidiarité ne s'adapte pas, nous l'avons vu, aux compétences non partagées, aux compétences exclusives de l'Union. Donc là, c'est bien redit, il est hors de question que ce principe de subsidiarité vienne rebattre les cartes sur les compétences qui ont été acquises par la communauté, c'est-à-dire par l'Union. Or, petite précision tout de même, à cette époque, à l'époque de Maastricht, la question des compétences exclusives de l'Europe n'a pas été officiellement tranchée. C'est en réalité, le traité de 92 ne fournit aucune liste. Aucune liste. C'est finalement en fait la référence, on comprend donc la référence à la Cour de justice des communautés européennes, la Cour de justice européenne, qui se charge par la jurisprudence de forger petit à petit, au vu de l'esprit des traités, la nature et le détail des compétences qui seront celles sans partage de l'Union européenne et dont l'énumération et le récapitulatif ne seront réalisés finalement que beaucoup plus tard, c'est-à-dire avec les essais du traité de 2004 avortés et repris à l'identique dans le traité de Lisbonne. Donc finalement, on a cette période entre 1992 et le traité de Lisbonne de 2007, pendant près de 15 ans, au cours desquels l'institution garde la main sur les compétences nouvelles qu'elle peut acquérir, sans partage, sans en dresser la liste et les récapitulatifs qui, eux, ne seront effectifs qu'une fois que l'institution sera sûre de son fait, c'est-à-dire avec le traité de Lisbonne. Alors,
les conclusions du Conseil d'Édimbourg de 1992, le texte qui en ressort est encore plus net lorsqu'il indique le refus catégorique d'une application rétrospective du principe de subsidiarité. Donc non seulement ça ne concerne pas les compétences qu'elle est en train d'acquérir pour elle-même sans partage, mais de plus, il est annoncé dès 1992 qu'il est hors de question de prétendre faire valoir un principe de subsidiarité qui serait à effet rétrospectif, alors, et qui serait donc susceptible de remettre en cause certaines dispositions bénéficiant à la structure et tenues par elle pour acquises. Alors je cite le texte, il s'agit de maintenir intégralement ce qu'on appelle l'acquis communautaire et ne pas affecter la primauté du droit communautaire, ni remettre en question le principe selon lequel l'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques, c'est-à-dire, vous reconnaissez là le contenu de l'article 235 du traité de Rome dont nous venons juste de parler. Alors oui, c'est un fait, certains pourraient objecter que le législateur européen offre un certain nombre de garanties de contrôle de la bonne application du principe de subsidiarité par les institutions de l'Union, au moins dans le cas des compétences partagées avec les États, puisque comme nous venons de le voir, ce principe de subsidiarité est exclu des compétences exclusive de l'Union, il est hors de question qu'il s'applique aux compétences exclusives de l'Union, et il est hors de question qu'il ait une application rétrospective sur l'acquis communautaire. Donc tout ce qui déjà est dans le champ et dans l'orbite de l'Union, ou bien par acquis, ou bien par compétence exclusive, est déjà de fait en dehors de l'application du principe de subsidiarité. Donc il ne reste plus que le champ des compétences partagées, sur lequel ce principe de subsidiarité est censé s'appliquer. Et donc, il pourrait apparaître à certains que le législateur européen a bel et bien prévu des dispositifs pour pouvoir garantir la bonne application de ce principe de subsidiarité. Oui, mais quand on regarde de plus près, eh bien déjà, la notice d'Édimbourg, ce texte à l'issue du Conseil européen d'Édimbourg de 1992, qui donne déjà le mode d'emploi sur la façon dont le principe de subsidiarité devrait être appliqué, on voit clairement que tout est subordonné à l'usage de la Cour de justice des communautés européennes, la Cour de justice européenne. Je cite, « Le principe de subsidiarité ne saurait être considéré comme ayant un effet direct, c'est-à-dire c'est pas un effet juridique immédiat. Il faut l'entremise de la Cour de justice pour vérifier si le plaignant a raison ou pas. Je finis le texte. L'interprétation de ce principe et la vérification de la conformité à ce principe sont soumises au contrôle de la Cour de justice. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Tout bonnement qu'entre l'Europe et ses États membres, en cas de contestation ou de litige, il y aura systématiquement l'intercession d'un amortisseur, d'un tampon, d'une sorte de filtre interne qui est dans la main de l'institution, à savoir la Cour de justice des communautés européennes. Alors certes, il existe bien comme dispositif prévu dans un protocole qui est annexé au traité d'Amsterdam de 1997. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais sachez qu'on l'appelle plus communément le protocole numéro 2 d'Amsterdam. C'est un protocole qui s'intitule sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Alors il précise en son article 4 que toute proposition de texte faite par la Commission doit être assortie, je cite, d'une déclaration tendant à la justifier en démontrant qu'elle est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Alors cette déclaration doit prendre appui sur des indicateurs qualitatifs et si possible, suivant l'habitude, pour ne pas dire la manie de l'institution européenne, sur des indicateurs quantitatifs. Alors l'Union est en quelque sorte par là invitée à motiver la pertinence de chacune de ces propositions au regard du principe de subsidiarité.
Alors, ce texte, ce dispositif du protocole numéro 2 d'Amsterdam suit les évolutions du traité jusqu'au traité de Lisbonne, alors qui donne, lui, des possibilités supplémentaires aux parlements nationaux pour pouvoir contester la bonne application par la Commission européenne du principe de subsidiarité, moyennant avis motivé de ces parlements nationaux et qui pourrait contester la conformité au principe de subsidiarité de tout projet d'acte européen. Ce qui revient à viser directement la Commission puisqu'elle est devenue la force de proposition privilégiée de toute nouvelle législation européenne. Alors, est-ce que l'Union est tenue pour autant par ce biais? Eh bien non, autant le dire tout de suite, car la Commission demeure malgré tout maîtresse de sa décision quant à son projet de texte, qu'elle peut tout aussi bien retirer, c'est vrai, elle peut l'amender aussi, mais elle peut aussi tout simplement le maintenir en l'état. Seul un nombre substantiel d'avis motivés, au moins un tiers des parlements nationaux des 27 membres, donc au moins 9 parlements nationaux des États membres qui se seraient réunis pour avoir le même avis motivé, eh bien, seul ce nombre du tiers minimum déclenche un réexamen obligatoire du projet d'acte juridique. Et le cas échéant, en dernier ressort, il appartient toujours à la Cour de justice, l'actuelle CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, de se prononcer sur sur les recours éventuels pour violation de subsidiarité. Et force est de constater à cet égard que c'est l'ineffectivité depuis près de 20 ans de ce type de contrôle par les parlements nationaux, parce que jamais la jurisprudence de la Cour n'a sanctionné aucun acte européen pour violation du principe de subsidiarité. En d'autres termes, rien de ce qui a été engagé par l'Union n'a pu être annulé pour ce motif, le juge statuant invariablement quant au respect par l'institution du précieux principe de subsidiarité. Alors, la notice d'Édimbourg avait instauré une dernière obligation, qui est largement formelle elle aussi, c'est celle pour la Commission de devoir présenter aux différentes instances européennes un rapport annuel quant à l'application de l'article 3b du traité et donc du principe de subsidiarité. Alors autant le dire tout de suite, après plus de 31 éditions désormais, il est devenu évident que l'exercice se réduisait à un systématique plaidoyer pro domo, c'est-à-dire que la Commission est chargée dans ce dossier de dire qu'elle a fait tout ce qu'il fallait et que rien ne peut lui être reproché. Alors le dernier rapport, vous pourrez retrouver vous-même via les références, c'est comme 2024 493 finale du 25 octobre 2024, le dernier de ces rapports, s'ouvre ainsi de manière péremptoire, je le cite, « La Commission a continué d'appliquer systématiquement les principes de subsidiarité et de proportionnalité à ses propositions législatives ». C'est dès l'ouverture, dès la page 2, ce qui veut donc dire que l'affaire est systématiquement entendue. Voilà. Oui, non seulement qu'elle est à sens unique, mais que l'Union n'ira jamais contre son propre intérêt. Je vous donne un fait symptomatique. Dans un souci de pure façade, l'institution européenne a procédé courant 2018 à un soi-disant travail d'introspection avec un exercice de réflexion intitulé subsidiarité, proportionnalité et faire moins mais de manière plus efficace. Donc ça c'est l'intitulé de ce travail, lequel annonçait pouvoir, je cite, déboucher sur la révision ou l'abrogation d'actes législatifs existants. C'est-à-dire on était censé se reporter sur tous les actes, toutes les dispositions qui avaient été prises par l'Union européenne depuis un certain nombre d'années et examiner pour voir si elles étaient justifiées, si elles étaient encore valables, valides, et s'il ne fallait pas éventuellement revenir sur certaines d'entre elles. Et donc éventuellement revenir sur des délégations qui avaient été obtenues ou des compétences qui avaient été attribuées
alors ce qui aurait été dans un sens enfin plus conforme à l'acception originelle de la subsidiarité, c'est-à-dire si vraiment ça n'est pas mieux accompli par l'institution centrale, la plus haute, à ce moment-là, il faut le laisser au ressort des institutions qui sont au plus près de la prise de décision, au plus près du terrain, et qui seraient sans doute plus efficaces pour cette raison. Donc, les gens, certains, naïfs, pouvaient affecter de croire qu'il y aurait un travail, ce travail d'introspection déboucherait sur des choses allant dans ce sens. Mais le rapport réserve, dès son résumé d'ouverture, la douche froide méritée pour tous les naïfs qui se seraient laissés duper. Je cite « Étant donné qu'il existe une valeur ajoutée de l'Union européenne dans tous les domaines d'activité existants, la task force, alors ça c'est le vocable ridicule pour désigner le groupe d'experts qui était censé se pencher et réaliser ce travail d'introspection de l'institution sur elle-même, eh bien la task force n'a pas identifié, on s'aurait douté, le contraire nous aurait surpris, n'a pas identifié de compétences prévues par le traité ou de domaines d'action qui devraient être redélégués définitivement en tout ou partie aux États membres. Bref, rien de ce qui a été acquis par l'Union, après examen, motivé par des experts, ne justifie d'être laissé en retour aux États membres. Non, tout ce qu'elle tient, elle le garde. Il fallait bien l'œuvre d'un groupe de travail devenu pompeusement et ridiculement task force pour en arriver à une conclusion qui s'imposait d'évidence dès le départ, à moins de vouloir être aveugle. La subsidiarité européenne est asymétrique et unilatérale. Alors, je m'achemine vers ma conclusion. En résumé de tout ceci, il ne reste que l'aspect formel d'un souci insincère, on ne peut pas dire le contraire, qui est facticement manifesté et qui est désormais parfaitement codifié et purement instrumentalisé, avec les différentes mentions vidées de leur contenu, les fiches techniques, les différents rapports annuels sur les bonnes pratiques, qui alimentent les indigestes documents annuels dits mieux légiférés. Par exemple, pour chacune de ces propositions, la Commission doit faire figurer dans l'exposé des motifs les mesures proposées par rapport au principe de subsidiarité et s'y référer dans ses analyses d'impact. Alors, de fait, elle s'y conforme sans difficulté. La lecture des fastidieux considérants, c'est attendu que ceci, attendu que cela, des fastidieux considérants de chaque proposition de texte en atteste avec de purs copier-coller qui peuvent intervenir en salve de manière tautologique, puisque par définition, pourquoi tautologique ? Mais bien parce que par définition, vu la nature des traités, la supériorité de l'institution est systématiquement acquise, en raison, je cite, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée. C'est cette expression que vous retrouvez dans tous les textes. Pourquoi faut-il donner des pouvoirs supplémentaires à la Commission européenne et à l'Union ? Eh bien, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée. Étant donné que les objectifs du présent texte ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union. Ou conformément au principe de subsidiarité, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution ou de l'habilité à adopter des actes délégués, afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du texte, ou de compenser une réglementation existante, celle qui est portée par les États, donnée comme fragmentée et limitée. En fait, on comprend le schéma, c'est le retournement systématique du principe de subsidiarité au seul bénéfice de l'institution pour tout ce qui n'est déjà pas de sa compétence exclusive. Puisque vous vous souvenez, ce principe de subsidiarité ne concerne pas les compétences qui ont été données de manière exclusive à l'Union. Ça ne concerne que les compétences partagées, la répartition des rôles sur les compétences partagées. Donc c'est pas touche sur les compétences exclusives, là pas de subsidiarité qui puisse s'appliquer, et on refuse même
même lorsqu'on prétend avoir fait un examen rétrospectif sur ces compétences attribuées, comme par hasard, on n'en trouve aucune qui doivent être redirigées vers les États membres. Tout ce que l'Union a confisqué ou a pris, elle le garde, c'est acquis. Et pour tout ce qui est du domaine des compétences partagées, on le voit, l'application du principe de subsidiarité se fait toujours de manière unilatérale et asymétrique au seul bénéfice de l'Union et non au bénéfice des États. Donc, c'est la célébration au nom de l'Europe de l'impuissance des États qui la composent. C'est l'aveu, la subsidiarité, c'est l'aveu de leur renonciation qui est joué avec les formes d'une communion, une résignation convenue qui est travestie en ferveur. La référence à la subsidiarité n'a pour seul but que de légitimer l'autosaisine par l'Europe de pouvoirs d'action nouveaux. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, il n'a jamais été tant question de déterminer quel était le niveau de gouvernement le plus apte et le plus juste pour intervenir. Ça n'a jamais été ça la question principale. Il a été plutôt question d'assurer à la structure la primauté sur ses membres. Un éternel avantage pour ses propres interventions dans les quelques domaines qui s'amenuisent d'ailleurs où l'Union n'a pas encore l'exclusivité de l'impulsion des choix comme du contrôle de leur exécution et respect. On garde donc une sorte de coquille vide de compétences non exclusives à l'Europe, partagées, mais dans les faits, il n'y a plus aucun domaine où l'action de l'Union ne trouve librement et dans les formes à s'exprimer sans conteste par-dessus les États membres. Grâce au caractère englobant des traités, si large et vague des objectifs qui y figurent, eh bien toute action entreprise par l'Union pourra toujours paraître de la sorte parfaitement fondée et justifiée. C'est ce que confessait le protocole numéro 7 annexé au traité d'Amsterdam de 1997, qui donnait 2 lignes directrices imparables en direction des institutions européennes pour qu'elles soient sûres d'obtenir leur satisfaction. C'était d'avoir recours à la transnationalité de la question examinée. Effectivement, à partir du moment où la question est transnationale, elle est de fait dans le registre de l'Union et plus dans celui des États membres. Et la distorsion aux exigences du traité, à défaut d'une intervention de l'Union ou en cas d'une intervention conduite au seul niveau national. Ça veut dire quoi? Donc, quand il y a la transnationalité, on l'a compris, mais sinon, le défaut par rapport aux exigences du traité, c'est toute décision qui aurait été prise et motivée par un État membre, mais qui ne serait pas adoptée par les autres États. De fait, ça induit un déséquilibre par rapport à l'égale application des règles du traité, de distorsion de la concurrence, etc. Si on arrive à mobiliser ces deux éléments, on a le sésame pour pouvoir faire passer toute décision motivée par l'Union. Elle trouvera de toute façon un appui juridique et un appui administratif en faisant référence à ces 2 lignes directrices qui sont imparables. La transnationalité et l'obligation de ne pas engager de distorsion par rapport aux exigences du traité. Ce qui revient pour l'Europe, en fait, sinon en droit, à avoir éternellement les coudées franches et même l'omnicompétence, la compétence de la compétence en langage de juriste qui pour le moment à titre purement symbolique lui fait encore formellement défaut. Mais au regard de ce vaste dessein d'intégration et de réalisation du marché intérieur, en fait l'intervention européenne est toujours nécessaire et incontournable, marginalisant celle de chaque État membre, et l'Union, de fait, demeure bien d'ores et déjà, dès Maastricht, au centre de tout, pleinement souveraine. Voilà qui campe bien, si vous voulez, la vertu de ce mot valise, de ce concept de subsidiarité, instrumentalisé par l'institution européenne à son propre bénéfice et qui n'est finalement qu'un artifice, un prétexte pour tromper les dupes et les gogos qui seraient crédules et qui s'imagineraient que c'est la version subsidiaire fonctionnant dans les deux sens, au bénéfice des États comme au bénéfice de l'Union, qui s'applique. Non, on est dans une version, je le répète, asymétrique et unilatérale.
Voilà ce que je souhaitais établir au terme de cette première discussion de notre première série d'investigation pour l'année 2025. Nous aurons donc 2 autres rendez-vous prochainement sur de même nature, hein, sur un examen de notions importantes. Et au terme de ces 3, je tirerai, disons, un bilan sur les vertus opérationnelles de ces différentes références lexicales, de ces différentes notions, de ces différents concepts, et nous rentrerons dans l'avancée de nos autres discussions pour suivre au cours de l'année 2025 les éléments qui ne vont pas tarder à arriver, qui sont en préparation, et pour lesquels il importe que l'opinion publique soit extrêmement avertie, qu'elle ne puisse pas s'en laisser compter au travers de mots ronflants ou de notions qui pourraient paraître extrêmement généreuses et pleines de bonnes intentions. Il faut avoir saisi quel est l'état d'esprit qui anime l'institution depuis l'origine et qui guide l'ensemble des actes qui sont engagés et les effets que ça a non seulement sur les États membres, mais sur les populations et les citoyens que nous sommes, qui sommes amenés à en subir les effets. Voilà, je termine donc ce premier rendez-vous en vous disant, comme d'habitude, pensez à vous abonner, à suivre toutes les notifications en cliquant sur la cloche pour pouvoir être prévenu de chaque nouvelle publication de vidéos sur Europhilo. Et suivant, nous ne dérogeons pas aux bons principes que nous avons mis en pratique depuis l'ouverture de cette chaîne il y a quelques mois, en vous disant, quoi qu'il arrive, soyez particulièrement vigilants, surtout en cette année 2025 qui s'annonce extrêmement riche en événements politiques et géopolitiques. Je vous donne rendez-vous très bientôt et vous engage donc à nous suivre de plus en plus nombreux, à vous procurer nos ouvrages et à faire vos propres avancées en cultivant votre vigilance en notre compagnie. À très bientôt sur Europhilo et plein de bonnes choses d'ici là. Au revoir.